Pour bien illustrer la notion de déplacement chimique, commentez les valeurs suivantes de déplacement chimique. Dans une molécule comme le fluorométhane, le déplacement chimique des protons est de 4,3, alors que dans l'iodométhane, il n'est que de 2,2. Alors pourquoi? On peut simplement le commenter en disant ceci. Plus le déplacement chimique est grand, plus les protons sont déblindés. Alors on utilise le terme déblindé parce que c'est comme si les électrons autour du proton formaient un blindage, c'est-à-dire une sorte de coque protectrice d'électrons. Et s'ils ont été attirés par un effet attracteur, il y en a moins, du coup il y a moins de blindage, on dit que le proton est déblindé. Alors pourquoi ici, dans le fluorométhane, les protons sont plus déblindés? Eh bien parce qu'on sait très bien, le fluor est l'atome le plus électronégatif de la classification périodique. Il attire énormément, par effet inductif, les électrons, et donc les protons sont déblindés, puisque l'iode est moins électronégatif que le fluor. Ici, on peut même comparer dans le cas d'une molécule plus longue, comme le bromopropane. Eh bien on voit que les protons qui sont portés par le carbone gamma ici, qui est directement sur le brome, eh bien, ils sont très déblindés, à 3,47. Alors que les protons suivants, qui sont un peu plus loin du brome, sont un peu moins déblindés, puisqu'ils se rapprochent de 0 avec 1,81. Et les protons encore plus loin sont cette fois très peu déblindés, puisqu'ils sont à 1,06. Ici, on illustre bien le fait que l'effet attracteur inductif du brome, il se propage, mais il se propage en s'atténuant. Et c'est pour ça que les protons sont de moins en moins déblindés, plus on s'éloigne du brome. De façon générale, dans les exercices, vous aurez des tables de données RMN qui vous permettront d'identifier le fait qu'un proton est à côté de tel ou tel type d'atome en fonction de son déplacement chimique. Et donc, vous pourrez retrouver les groupements constitutifs de la molécule. Il y a quelques déplacements chimiques qui sont vraiment caractéristiques et qu'il est bon de retenir. Ce qu'il est bon de retenir, c'est que de façon générale, un proton pas du tout déblindé, c'est-à-dire un proton d'un alcane, c'est vers 1, entre 0 et 1, des fois 1,2, bon. Vers 1, c'est que le proton est relativement non normal, quoi, je dirais. Si par contre, il est près d'un atome électronégatif, il va être de plus en plus déblindé. Et puis, les cas très particuliers, c'est un proton dans un aldéhyde. Il aura un très fort déblindage, donc de 9. Un proton d'un acide carboxylique qui aura un déblindage extrême, puisque des fois ça peut aller à des valeurs supérieures à 10. Et puis un proton d'un cycle aromatique qui sera relativement déblindé, avec un déblindage vers les 6-7 ppm. Alors ça, on ne peut pas l'expliquer par un effet électronique de type effet inductif ou mésomère, on va plutôt l'expliquer par des effets magnétiques qui sont trop difficiles à expliquer, donc on va simplement admettre ces trois données-là. Pour le reste, vous utilisez la table, normalement vous en sortez bien. On a vu que le spectre RMN nous donnait pas mal d'informations, il en reste encore une qui va être très importante, c'est le couplage spin-spin. En effet, le couplage spin-spin permet d'expliquer comment s'enchaînent les différents groupements dans la molécule. On dit de deux protons qui sont portés par deux carbones voisins qu'ils sont couplés. Concrètement, ça va se traduire par un dédoublement du pic observé en RMN pour chacun des protons. Pourquoi ? Alors, de la même façon que précédemment, je ne vais pas rentrer dans des explications très théoriques, je vais vous donner plus une idée de ce qui se passe. Imaginons qu'on a un champ magnétique vertical, et que du coup, ce proton qui est une petite aiguille aimantée, a un spin qui va dans le même sens que le champ magnétique, avec une légère rotation. Eh bien, le proton HB, qui est proche, va interférer avec ce proton HA. Il peut le faire de deux façons. Soit il va se mettre dans le même sens que le proton HA, donc dans le sens du champ magnétique, et dans ces cas-là, il va en quelque sorte légèrement augmenter le champ magnétique que subit HA, et donc le faire tourner à une fréquence légèrement plus grande. Soit il va se placer exactement à l'inverse du moment magnétique de HA, c'est-à-dire que le proton, son spin va être dans la direction du champ magnétique, mais dans le sens inverse. Et là, il va légèrement diminuer le champ magnétique autour du proton HA, ce qui va légèrement diminuer sa fréquence de résonance. Autrement dit, au lieu de voir un déplacement chimique pour le proton HA, on va voir maintenant deux déplacements chimiques. Le déplacement chimique de HA lorsqu'un proton HB est dans le même sens que lui, et le déplacement chimique de HA lorsqu'un proton HB est dans le sens inverse de lui en termes de moment magnétique. Au lieu de voir un seul pic, on verra un doublet de pics très proches pour HA. Et l'écart entre ces deux pics, on l'appelle J
3B, c'est la constante de couplage avec B. Et pourquoi on met un petit 3? C'est pour dire que B, c'est un atome qui a une distance de 3 de A. Donc si on prend le proton HA, je compte 1, 2, 3. Voilà. C'est pour ça qu'on dit J3. Voilà pour le couplage d'un hydrogène HA avec un autre hydrogène HB porté par un carbone voisin. Prenons maintenant le cas d'un hydrogène HA porté par un carbone, et sur le carbone voisin, il y a deux hydrogènes HB équivalents. Alors chacun de ces hydrogènes HB a un proton qui va pouvoir interagir avec HA, soit en ayant un moment magnétique dans le même sens, et dans ces cas-là en augmentant la fréquence de résonance, soit en ayant un moment magnétique dans le sens inverse, et donc en diminuant la fréquence de résonance. Qu'est-ce qu'on va obtenir comme signal pour HA? Si au départ HA était un singulet, eh bien, il va y avoir déjà l'interaction avec le premier proton HB va donner deux signaux différents, et ensuite chacun de ces signaux peut interagir avec le deuxième proton HB et redonner deux signaux différents. Mais comme les couplages J3B sont les mêmes ici et ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va en fait obtenir non pas 4 pics, mais 3 pics. Un pic ici, qui va être un petit pic, on va dire d'intensité relative 1. Le pic central, en fait, il correspond à deux pics qui sont superposés, donc il va apparaître comme un pic 2 fois plus gros. Et puis le pic de droite, un pic d'intensité relative 1. Ça, on appelle ça un triplet. C'est un seul pic, c'est le pic de HA, mais sous la forme d'un triplet de petits pics. Généralisation. Un groupe de protons équivalents qui ont n voisins équivalents entre eux donnera un signal multiplet correspondant à n plus 1 pic. En effet, on voit que si HA a un voisin, ça donne un doublet, donc 2 pics, et s'il a deux voisins, ça donne un triplet, donc 3 pics. Et puis, de même, s'il avait 3 voisins, on aurait du coup un quadruplet. Parce qu'à chaque fois, on prend le nombre de voisins plus 1. Si on veut s'intéresser aux intensités relatives dans ces structures doublet, triplet, quadruplet, eh bien, on peut utiliser le triangle de Pascal. Donc, s'il y a un singulet, il a l'intensité relative 1. Un doublet, 1, 1, on a la même intensité relative. Un triplet, 1, 2, 1, on vient de le voir. Et en continuant avec le triangle de Pascal, on tomberait pour un quadruplet sur 1, 3, 3, 1. Ici, on a un petit exemple de quadruplet. Donc, les pics du milieu sont 3 fois plus gros que les pics des côtés. Et pour un quintuplet, 1, 4, 6, 4, 1, on obtient des structures de plus en plus grandes. Si maintenant un proton HA a à droite un voisin HB et à gauche un voisin HC, mais que HB et HC ne sont pas équivalents, alors attention, il peut y avoir des couplages différents entre HA et HB et entre HA et HC. On dit que J3B et J3C peuvent être différents. S'ils sont différents, alors on obtiendra non pas un triplet, mais plutôt un doublet de doublet. Comment on explique ça? Prenons le pic initial de HA avant qu'il interagisse avec les protons voisins. D'abord, il peut y avoir un couplage avec le proton HB qui va donc donner un doublet. Mais ensuite, ce doublet, chacun des pics de ce doublet peut interagir avec le proton HC, et donc il y aura un nouveau couplage. Et comme le couplage avec C ne sera pas de la même valeur que le couplage avec B, eh bien peut-être par exemple qu'on aura un doublet, deux doublets, et non plus un triplet obtenu. Ici par contre, on voit bien que chacun des pics a à peu près la même taille que les autres. Généralisation maintenant. Un groupe de protons équivalents qui ont n voisins équivalents entre eux d'une part et m autres voisins équivalents entre d'autre part donnera un signal multiplet de type n plus 1 uplet de m plus 1 uplet. Donc ici on a doublet de doublet. Donc si on imaginait par exemple que HA ait deux voisins HB et un seul voisin HC, eh bien ça donnerait un triplet de doublet. Alors remarque, là on parle toujours de couplage en J3, donc à chaque fois c'est-à-dire que 1, 2, 3. Il peut y avoir rarement, mais ça peut arriver, des couplages en J4, donc un atome d'hydrogène encore plus loin. En général, ça arrive uniquement pour les alcènes ou les alcynes. Donc par exemple, dans cette molécule-là, HA pourrait interagir avec HB, même si HB est très loin puisqu'il n'est pas directement sur le carbone d'à côté, mais sur le carbone encore après. Ça vient de la géométrie particulière de l'alcène qui font que HA et HB sont finalement assez proches dans cette géométrie-là et donc vont quand même pouvoir interagir. En général, les J4, les couplages à longue distance, sont plus petits et donnent des doublets ou des triplets très très serrés. Remarque très importante, un proton ne fait pas de couplage avec des protons qui lui sont
équivalents. Ça, c'est vraiment ultra important pour bien comprendre ce qu'on obtient. Exemple, si je prends la molécule d'éthane, CH3CH3, on pourrait se dire, voilà, cet hydrogène-là, donc il a 2 autres hydrogènes équivalents sur le même carbone, donc pas de couplage, et sur le carbone voisin, il y a 3 autres hydrogènes. Donc on pourrait se dire que comme il a 3 voisins, eh bien on obtient un quadruplet. Pas du tout, puisque ici, comme ils sont tous équivalents, ces hydrogènes-là, alors ils n'interagissent pas, ils ne se couplent pas entre eux. Donc par exemple, pour l'éthane, on obtient un seul pic qui va intégrer pour 6 hydrogènes. Voilà. Maintenant qu'on a vu toutes les informations que nous donne la spectroscopie infrarouge et la spectroscopie RMN, eh bien il va s'agir de déterminer des structures inconnues. Ça, on va le faire ensemble en TD. La méthode générale, je vous la présente maintenant. Donc, de façon générale, pour déterminer la structure d'une molécule inconnue, il faut qu'on vous donne sa formule brute, ou qu'on vous donne un moyen de trouver sa formule brute avec une première mesure. À partir de cette formule brute, on va calculer le nombre d'insaturations. On reverra la formule pour calculer le nombre d'insaturations. Ensuite, on exploite le spectre infrarouge en déterminant quelles sont les fonctions présentes ou absentes avec les pics correspondant à certaines fonctions bien spécifiques. Et ensuite, on exploite le spectre RMN. Alors, pour exploiter un spectre RMN, comme il y a beaucoup d'informations dessus, en général, on structure sous la forme d'un tableau, ce qui permet de rédiger quelque chose de clair aussi pour le correcteur. Chacun des pics, on indique la valeur de son déplacement chimique, combien d'hydrogène il contient, c'est-à-dire son intégration, et le nombre d'hydrogènes. La multiplicité, est-ce que c'est un singulier, un doublet, un triplet? On en déduit le nombre de voisins. Par exemple, si on a un triplet, ça veut dire qu'il y a 2 voisins, etc. Et ensuite, à partir de toutes ces informations, et également de la table RMN, eh bien, on en déduit quel est le groupe concerné dans la molécule. Et une fois qu'on a fait tous les groupes concernés dans le tableau, normalement, ça nous fait comme un puzzle de la molécule, et on arrive à retrouver sa formule finale. Comme vous avez le TD, vous pouvez déjà commencer à vous entraîner. Je ne vous ai pas encore distribué la table infrarouge et la table RMN, vous les aurez lundi, mais vous en avez sûrement déjà obtenu l'année dernière en sup, donc vous pouvez prendre vos tables de l'année dernière, et vous vous en sortirez très bien si vous voulez commencer à chercher les molécules du TD, sinon on les fera ensemble lundi.